La deuxième force que nous allons étudier dans ce cours est la force électrostatique. À côté de la force gravitationnelle de Newton, la force électrostatique est développée essentiellement par Coulomb dans les années 1785. À côté de la masse, la matière a encore une autre caractéristique, c'est la présence d'une charge électrique. Dans la nature, il existe deux types de charges électriques qu'on a baptisées positives et négatives. La charge électrique se mesure en coulombs, qui sont des ampères fois des secondes. La charge électrique a cette propriété remarquable d'être toujours un multiple entier de la charge électrique d'un électron. Cette propriété, qui est vérifiée à tout niveau expérimental, n'est toujours pas expliquée aujourd'hui. Contrairement à la gravitation, qui est toujours une force attractive, la force électrostatique peut être soit attractive, soit répulsive. Lorsque les charges sont de signe opposé, la force est attractive. Lorsque les charges ont le même signe, la force est répulsive. L'expression mathématique de la force d'une charge A sur une charge B ressemble comme deux gouttes d'eau à la force de gravitation. Elle s'écrit K fois la charge QA fois la charge QB divisée par la distance qui sépare A de B au carré, multipliée par un vecteur unité qui va de A vers B. Regardez le vecteur unité, ici il va de A vers B. Si la charge A a le même signe que la charge B, le produit QA fois QB est donc toujours positif, et donc la force est dirigée de A vers B. B est repoussé par A. Si la charge A n'a pas le même signe que la charge B, forcément ce produit QA-QB est négatif, et donc la force agissant de A sur B sera dirigée vers A, la force sera attractive. La constante petit k qui joue le même rôle que la constante grand G vaut 8,98 et des poussières 10 exposant 9 newton mètre carré Coulomb exposant moins 2. La constante K qui apparaît dans la force de Coulomb se note aussi 1 sur 4 pi epsilon 0. Et epsilon 0 s'appelle la permittivité du vide. La force de Coulomb est beaucoup plus complexe que la force de gravitation de Newton parce que la matière est globalement neutre. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. Pour vous donner un exemple, plaçons deux charges électriques, une positive et une négative, séparées par une distance d. Et essayons de voir que vaut la force totale exercée sur une charge placée à une distance r. Deux charges opposées placées à une distance d s'appellent un dipôle électrique et modélisent assez bien une petite molécule, par exemple, que vous rencontrez en chimie. Si je place un système d'axes et que je suis à une certaine distance r du milieu des deux charges, faisant un angle alpha avec la direction perpendiculaire aux deux charges, on pourra vous montrer que la force totale décroît comme 1 sur r cube multiplié par la racine carrée de 5 demi moins 3 demi cosinus de 2 alpha. Si j'avais 4 charges, 2 positives, 2 négatives placées au sommet d'un petit carré, eh bien la force décroît comme 1 sur r à la puissance 4 multiplié par une racine carrée compliquée qui dépend du cosinus de 4 alpha. Donc, de façon générale, la force électrostatique est relativement complexe à calculer puisqu'il y a une distribution de charges positives et de charges négatives. L'ensemble des petites flèches dessinées sur ce graphique représente la direction de la force électrique totale. Pour la force électrique, on va définir un concept qui est important, qui s'appelle le champ électrique. Imaginons par exemple 4 charges électriques, 2 positives, 2 négatives. Les positives sont en bleu, les négatives sont en rouge. Je représente la force, la direction de la force, par ces petites flèches qui remplissent complètement l'espace entre les 4 charges. Par convention, je dessine toujours la force qui s'exercerait sur une charge positive. Donc les flèches sortent des charges positives bleues et rentrent dans les charges négatives rouges.
Donc imaginons une charge positive, le petit rond bleu clair, placé à un endroit dans cet espace. Eh bien cette charge va subir une force dans la direction indiquée par la flèche. La force totale venant de ces quatre charges eh bien, sera évidemment proportionnelle à la charge petit q que je viens de mettre. Et donc je peux parfaitement écrire F égale la charge Q que je viens de placer fois un vecteur qu'on baptisera champ électrique créé par les quatre charges. Cette équation ressemble fortement au poids, c'est-à-dire à la force gravitationnelle, où on dira que la force exercée par la Terre est égale à la masse de la particule, de la pomme, multipliée par la constante petit g. Petit g est le champ gravitationnel. Quand il y a plusieurs charges, ce qui est le cas ici, la force est évidemment additive, donc le champ électrique total est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la somme des charges placées en différents points P divisé par la distance au carré entre les points P où se trouvent les charges électriques et le point A où je veux mesurer ce champ électrique. Et tout ça multiplié par le vecteur unité qui va du point P où se trouve la charge vers le point A, l'endroit où je désire calculer le champ. Nous avons dit que le champ électrique total est relativement difficile à calculer, mais il existe un théorème qu'on appelle le théorème de Gauss qui va nous simplifier la tâche. Ce théorème dit que le flux du champ électrique à travers n'importe quelle surface fermée est égal à la charge totale qui se trouve à l'intérieur de cette surface fermée divisée par la permittivité diélectrique du vide. Cette équation paraît ésotérique, mais n'est pas extrêmement compliquée. Les deux intégrales signifient qu'on fait deux fois une intégrale, donc on intègre sur une surface. Le petit rond qui est placé sur les deux intégrales indique que cette surface est fermée. À l'intérieur, on a le champ électrique E, produit scalaire avec l'élément de surface. C'est ce qu'on appelle un flux. Si vous imaginez le champ électrique comme étant un vecteur associé à la vitesse de particules, le flux va mesurer la quantité de particules qui sortent de ce volume. Illustrons ça avec notre petit exemple précédent. J'ai donc deux charges positives en bleu, deux charges négatives en rouge. Si j'entoure la charge bleue d'une surface fermée, eh bien on constate que le champ électrique sort constamment de cette surface fermée. Le flux total sera donc égal à la charge qui est à l'intérieur, ici la charge bleue, divisée par epsilon 0. Si je choisis une autre surface, par exemple, qui entoure la charge bleue positive et la charge négative rouge, je vois bien que le champ électrique sort par le haut et rentre par le bas, et donc le flux du champ électrique sera nul si les deux charges sont égales, mais de signe opposé. Si je choisis une troisième surface qui entoure cette fois-ci les deux charges négatives, je vois bien que le champ électrique rentre systématiquement à l'intérieur de ce volume et donc le flux total du champ électrique sera négatif. Nous n'aurons jamais besoin de calculer ce genre de flux. L'idée fondamentale est d'avoir une compréhension intuitive de ce concept. Appliquons ce théorème à un fil uniformément chargé. J'imagine donc qu'il y a des charges positives, un certain nombre de coulombs par mètre, et ceci sur un fil de longueur infinie. J'aimerais calculer le champ électrique total créé par ce fil. Pour appliquer ce théorème, je dois prendre une surface fermée. Je vais prendre par exemple un cylindre dont l'axe est le fil. Le cylindre a une longueur L et un rayon R. À cause de la symétrie de ce fil, puisqu'il est infini, le champ électrique doit nécessairement être perpendiculaire au fil électrique. S'il ne l'était pas, il indiquerait une direction privilégiée. Or, le fil étant infini, il n'y a pas de direction privilégiée dans ce fil. Donc le flux électrique peut être calculé. Le champ électrique étant perpendiculaire au fil, il ne sort pas des deux couvercles. Donc le seul flux à calculer est sur la surface latérale du cylindre. Nous savons que le champ électrique est perpendiculaire au fil puisque le fil est infini. Mais il y a une autre propriété intéressante du fil, c'est que si je calcule le champ électrique à une distance r et que je tourne en restant à cette distance r autour du fil, le champ électrique y a la même valeur puisqu'il n'y a pas d'orientation privilégiée perpendiculairement au fil.
Donc le flux du champ électrique n'est qu'à travers la paroi latérale de ce cylindre et en plus le champ électrique y est constant. Donc il sort de l'intégrale, c'est donc E fois la surface latérale. Et la surface latérale est 2pi r fois la longueur L du cylindre. Calculons maintenant la charge électrique qui est à l'intérieur. J'ai dit que le fil était uniformément chargé avec une charge par unité de longueur ρ. Donc la charge qui est à l'intérieur est simplement ρ fois L. On divise par epsilon 0 et donc on a l'équation, le champ électrique E fois 2pi RL égale 1 sur epsilon 0 fois ρ L. J'en déduis donc le champ électrique à une distance r de ce fil. Le champ électrique E est égal à 1 sur 2pi epsilon 0 fois ρ divisé par r. Donc le champ électrique créé par un fil infini est inversement proportionnel à la distance de ce fil. Appliquons encore une fois le théorème de Gauss, mais cette fois-ci à un plan infiniment chargé, c'est-à-dire qu'il y a une charge par unité de surface constante sur un plan infini. Je dois choisir une surface fermée, je vais de nouveau choisir un cylindre qui est perpendiculaire à cette surface. Le champ électrique, cette fois-ci, ne traverse que les deux couvercles, puisqu'à nouveau, par raison de symétrie, le champ électrique doit être perpendiculaire au plan. La charge qui est à l'intérieur de ce cylindre et la charge qui est à l'intérieur du cercle, qui est l'intersection entre le cylindre et le plan. Donc le flux du champ électrique à travers cette surface n'est que le flux à travers les deux couvercles. Le champ électrique qui étant constant, on a donc E multiplié par 2pi r carré, le 2 parce qu'il y a deux couvercles. La charge qui est à l'intérieur est la charge par unité de surface multipliée par la surface de ce cercle d'intersection qui est pi r carré. Donc la charge à l'intérieur est sigma pi r carré sur epsilon 0 où sigma représente la densité par unité de surface de la charge électrique portée par ce plan. Donc on a un résultat étonnant. Le champ électrique créé par un plan infini chargé est une constante E égale 1 sur 2 epsilon 0 fois sigma, quelle que soit la distance au plan. Appliquons le résultat du plan à la situation où j'ai deux plans infinis chargés, l'un positivement, l'autre négativement. Le champ électrique sort de la surface chargée positivement et est constant, quel que soit l'endroit où on se trouve par rapport à ce plan. Plaçons le plan chargé négativement, cette fois-ci le champ électrique rentre dans le plan chargé négativement. Les deux plans sont chargés l'un positivement, l'autre négativement, mais avec la même charge. Donc la valeur absolue du champ électrique est la même. Calculons donc le champ électrique à l'extérieur. Comme j'ai le champ électrique qui sort du plan positif et qui rentre du champ négatif mais avec la même valeur, le champ électrique y est nul. À l'extérieur de l'autre côté à droite, c'est le même résultat, le champ électrique est nul. Mais à l'intérieur des deux plans, le champ électrique sort du plan chargé positivement, rentre dans le plan chargé négativement. Donc là, les deux champs électriques s'additionnent et le champ électrique y vaut donc sigma sur epsilon 0. Le résultat pour des plans infinis est presque le même pour des plans finis, évidemment. Et donc les deux plans finis, l'un chargé positivement, l'autre chargé négativement, en face à face et entre les deux, on met un isolant, puisqu'il ne peut pas y avoir de déplacement de charge électrique entre les deux plaques, s'appelle un condensateur. On en trouve strictement partout en électronique. Cette fois-ci, les plans sont finis et donc la charge par unité de surface est simplement la charge que je mets sur la plaque positive divisée par la surface de cette plaque. Et donc le champ électrique sera Q, la charge portée par un plan, divisé par la surface S et divisé par epsilon 0. Nous verrons plus tard comment fabriquer des charges électriques, mais une façon simple et courante est simplement par frottement. Lorsque vous frottez des objets les uns contre les autres, eh bien vous allez charger électriquement les deux corps, l'un positivement et l'autre négativement, bien entendu, et donc vous pourrez mettre en évidence très facilement les forces électriques. Le petit film qui suit illustre l'apparition de charges électriques par frottement, donc l'apparition d'un champ électrique par frottement et l'application de cette force électrique sur l'écoulement d'un filet d'eau.
Terminons l'application du théorème de Gauss dans une situation encore plus simple, une sphère uniformément chargée, c'est-à-dire il y a une charge par unité de volume constante à l'intérieur d'une sphère. J'ai une sphère donc chargée uniformément en volume, je prends une surface fermée et la surface fermée idéale est une autre sphère centrée au même centre que la sphère. Le champ I électrique, encore une fois par raison de symétrie, doit avoir la même valeur à tout point sur cette sphère de rayon R. Je peux donc calculer le flux. Le flux est E multiplié par la surface de cette sphère, c'est-à-dire 4πr². J'en déduis donc que le champ électrique à une distance R à l'intérieur d'une sphère chargée uniformément est 1 sur 3 epsilon 0 fois ρ, la densité de charge par unité de volume, fois R, la distance au centre. Sachez en outre que ce résultat s'applique aussi à la gravitation. Le champ gravitationnel à l'intérieur d'une sphère homogène est proportionnel à la distance au centre. Le petit film qui suit illustre les effets de cette force électrique qu'on obtient par frottement sur toute une série d'objets.